In color, this is the CBS Evening News with Walter Cronkite. And Eric Severide in Washington, Dan Rather in Washington, Bill Plant in Cleveland, Don Webster in Saigon, and Ike Pappas in Omaha, Nebraska. Good evening. President Nixon tonight makes his much publicized policy speech on the Vietnam War. CBS will broadcast beginning at 9:30 Eastern Time. From the White House, from CBS News correspondent Dan Rather. Consider tonight's address. For his administration. Bienvenue sur la Tactile Radio pour une émission qui se situe entre archives et continuité de mon entreprise, à savoir de reposter toutes les émissions que j'ai fait avant que la Tactile Radio se mette en stand-by. C'est une émission sur un film d'horreur, Black Christmas, par Bob Clark en 1974, qui a été faite entre le 30 mai 2022 et le 8 juin 2022. Elle a pris un mois à être écrite, à être enregistrée, montée, chiadée, mais ce n'est pas terminé parce que c'est aussi la première à avoir, entre guillemets, sauté à la trappe. C'est la première émission qui a été annulée. Tout simplement parce que la manière d'écrire, la manière de dire mon texte, le contenu même de cette émission ne me convenait plus, simplement. Et une émission qui ne me convenait plus, c'était tout simplement une émission annulée, même si terminée, car elle est bel et bien terminée. Et donc je vais vous la diffuser telle qu'elle. Pareil, j'ai certes pour le coup une miniature, mais pas d'image, pas de fond. Elle était à la base la 10e rétrospective. Elle a été passée ensuite en 11e position, puis annulée, sachant que je ne sais plus du tout quand ont été faits les derniers remaniements. Je vais vous laisser l'écouter. En espérant qu'elle vous plaise, passez une bonne écoute. Nous voilà déjà dans la 10e chronique du coin rétrospective, et c'est pas rien, le temps passe vite. Alors, aujourd'hui on fait encore un détour vers le film d'horreur, et pas n'importe quel film, un film qui est terrifiant, c'est Black Christmas. Et s'il y a un type de film dont je ne raffole pas, c'est bien les films d'horreur. Sans être une grosse flippette, je recherche pas de sensations fortes à base de peur. C'est une envie bizarre, un peu masochiste, qui est assez peu agréable et dont je me passe volontiers quand je peux. Et pourtant, je me renseigne volontiers sur le sujet. Je m'intéresse et parfois je me laisse tenter par des films. Des films pas trop graphiques, donc pas de sauts, et pas des films trop, disons, actuels. En tout cas, qui m'apportent rien personnellement, donc pas de Conjuring, de Annabelle et pas de Nun non plus. Pour le coup, par manque d'intérêt pur et dur. Et si je fais le tri, outre les quelques films que je peux voir avec des amis, mes préférences vont à l'horreur des 70s. Et ça a à voir avec mon expérience personnelle du cinéma. J'ai quelques souvenirs marquants, mais vraiment quelques souvenirs avec certains films d'horreur. Ces films, les voici. L'Exorciste, qui m'a traumatisé, je l'ai vu à 13 ans. Halloween, qui m'a permis de dominer ma peur des films d'horreur et de passer enfin un bon moment. Vendredi 13, que j'ai simplement adoré. Et Black Christmas, qui me terrorisait rien que par ses captures d'écran. Ce qu'on remarque, bien sûr, c'est que ces films datent de 1972, 1978, 1980 et 1973. D'où ma fascination pour cette période, je pense. Et parmi tous, le seul que j'avais pas encore vu, c'était Black Christmas. La bande-annonce me foutait les jetons, les screenshots me mettaient mal, et l'ambiance m'oppressait. En bref, j'étais pas prêt. Et même après 6 ans de préparation psychologique, quand je l'ai enfin vu, que je me suis blindé de films d'horreur en tout genre depuis des années pour ce moment et ce moment précis, je me suis rendu compte d'un truc. J'étais toujours pas prêt. Je saurais pas dire si je suis vraiment content de l'avoir vu, ce film, parce que aucun film d'horreur depuis mon premier ne m'avait autant fait peur, et j'aime pas avoir peur. Et dans ce putain de film, c'est pas les premières 1h20 qui me font peur, ni même le dernier quart d'heure qui est la confrontation entre l'héroïne et le méchant. Non. Ce qui me fait peur, c'est la dernière scène,
La scène où, on se rend compte que le véritable tueur, il est toujours là, planqué dans le grenier, et qu'on entend la sonnerie de téléphone. Et nous, quand on a vu le film, on sait ce que ça veut dire. Et ce qui fait que ça fait peur, c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe. Une espèce de décalage entre l'absence de musique, l'atmosphère colorée de Noël et les choses horrifiantes qui viennent de se dérouler à l'instant, pendant que nous, on assiste à l'extérieur de la maison au générique. Et ce qui rend ce climax, cette scène finale assez terrifiant, c'est la maîtrise de la suggestion et la maîtrise de la montée dramatique. Et je vais y revenir. Et je quitte un peu le registre du ressenti, parce que je vais aborder quelque chose d'autre, et surtout parce que cette femme fait un peu peur. Et profitons de cette émission pour parler d'un genre que j'affectionne particulièrement, peut-être le seul genre de film d'horreur que j'aime regarder, ce sont les slashers. Le slasher, c'est quoi ? C'est un genre de film où un tueur masqué, cagoulé ou dans l'ombre tue des victimes, des jeunes gens, hommes-femmes, avec des armes contondantes, marteau ou autre, ou bien simplement des armes type couteau, épée, tout ce que tu veux. C'est ça le slasher. Alors, le slasher c'est pas compliqué, c'est un genre qui est mort. Ça peut paraître un peu drôle parce que c'est un tueur qui tue des gens et que c'est un genre qui est mort, mais non. C'est un genre qui est né vraiment dans les années 70, mais plus particulièrement à la fin des années 70, et qui a tenu jusque dans les années 80, et qui a hélas, ou heureusement, pas dépassé les années 90, avant de revenir avec Wes Craven et Scream au début des années 2000, pour ensuite décliner de nouveau avant les années 2010. Le slasher y trouve ses origines dans 3 grands films, dont un qui est un peu plus méconnu que les autres. Ces grands films, c'est Psychose, en 1960, qui commence à imprimer les codes du slasher, même si ce n'est pas forcément un. Le second film, c'est Massacre à la tronçonneuse, en 1973, qui, encore une fois, fait avancer les codes du slasher sans forcément arriver à sa forme finale. Et le dernier de ces 3 films, c'est Black Christmas, en 1974. Mais le slasher n'arrivera vraiment en force que à partir de 1978 avec Halloween de John Carpenter. Le slasher, c'est un genre extraordinairement codifié. C'est-à-dire que quand tu fais un slasher, tu dois respecter un certain nombre de codes pour faire du slasher. Donc on a différents types de codes, et peut-être le plus connu, c'est la Final Girl. La Final Girl qui a pour principe en fait de laisser survivre à la fin de l'histoire une des filles du groupe, qui servira de Final Girl, simplement. Mais c'est pas tout ce qui fait la particularité du slasher. Et pour ça, je vais faire un petit détour du côté de l'arc narratif. Dans un récit, on a généralement 3 actes. L'acte 1, donc, qui introduit l'univers, les personnages et les enjeux. L'acte 2, qui correspond aux péripéties du personnage qui mèneront à l'acte 3. L'acte 3, qui est la résolution des conflits, quelle que soit l'issue, heureuse, en demi-teinte ou bien néfaste. Dans un slasher, je le répète, un genre dont Black Christmas est l'un des premiers, l'acte 1 se compose d'une scène montrant les motivations du tueur, généralement qui se passe bien avant le début du film, comme dans Vendredi 13, comme dans Halloween, comme dans Les Griffes de la Nuit pour ne citer que les plus connus, et il se compose d'un 4e acte. Un 4e acte qui est particulier parce que c'est pas comme les films aliens où le 4e acte est plus long, non, là le 4e acte se compose en fait souvent d'une scène qui arrive à la toute fin, qui a pour but de montrer que la menace, malgré le fait qu'on croit qu'elle est passée, est toujours présente et que les personnages sont toujours en danger quoi qu'il arrive. En tant que film précurseur, Black Christmas n'a pas évidemment tous les éléments du slasher tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il n'a pas de scène d'introduction où on présente les motivations du tueur, et il a une scène de fin, un 4e acte donc, extrêmement violent qui est radicalement différent des autres slashers. Donc, concernant les motivations du tueur et donc le tueur en général, on n'en sait pas vraiment beaucoup sur lui. Le tueur dans Black Christmas, il est particulier parce que contrairement aux autres slashers où il y a un tueur masqué qui est bien défini, on ne connaît pas ses motivations mis à part qu'elles sont d'ordre sexuel. C'est un espèce de harceleur téléphonique un peu inquiétant et, on le voit dans le film, violent. Sauf que, on ne sait rien de lui, on sait juste que c'est un homme, qu'il est blanc et qu'il est dérangé, vraiment très dérangé. Et contrairement à tous les tueurs de slasher du genre Leatherface, Jason Voorhees, Michael Myers ou Michel Myers, eh bien, il n'a pas de forme prédéfinie. On ne voit que son ombre, on voit son regard, mais on ne voit jamais la personne en entier. Et c'est peut-être le fait qu'on ne dévoile pas son identité qui le rend si tangible, si réel, ce qui est paradoxal pour une fiction, mais si dangereux et si inquiétant. Mais concernant la seconde particularité du slasher Black Christmas,
c'est que contrairement aux autres slashers habitués au bain de sang, les meurtres de Black Christmas ne sont pas montrés. Sauf peut-être un, et c'est peut-être aussi le moins réussi, je dois avouer. Mais comme les meurtres ne sont pas montrés mais qu'on voit les cadavres, on voit la façon dont ils sont morts sans avoir vécu le meurtre, eh bien c'est le cerveau qui fait tout le reste et les meurtres deviennent ultra violents. Simplement ultra violents, et particulièrement le premier et le dernier. Concernant la montée dramatique, parce que à la base je partais de ça, eh bien le film est assez ingénieux. À la manière d'un Vendredi 13, le premier meurtre a lieu à moins de 10 minutes après le début du film. Et jusqu'aux 3/4 de l'histoire, il n'y a plus rien. Plus de violence, plus de meurtre. Mais un malaise de plus en plus sourd, une atmosphère malsaine qui se distille à chaque minute que les personnages passent à chercher, à savoir ce qu'est devenu leur amie morte. Et le plus cocasse, c'est que la pension où vivent tous les personnages est l'endroit le plus dangereux. Et comme nous, spectateurs, sommes les seuls à savoir qu'il y a un tueur dans la maison, eh ben on a peur pour elle. Et comme on sait que le tueur va passer à l'action d'un moment à un autre, on est tendu tout le long de l'enquête des personnages parce qu'on sait qu'à un moment ça va péter. Et justement, vient ce moment où, comme on le pressentait, ça pète. C'est quand l'héroïne est toute seule. Tous les autres personnages sont morts, et pour la première fois depuis le début de l'histoire, un personnage découvre les cadavres. Avec elle remarque aussi le tueur, ce qui fait qu'elle se fait poursuivre jusqu'à la cave, et elle tue le tueur. Nous, on est comme la police, soulagés que ça se termine enfin, malgré toutes les pertes, mais au moins c'est terminé, le tueur ne commettra plus aucun meurtre. Donc le danger est passé, l'héroïne est prise en charge par la police, et elle est ramenée à sa chambre. On a un débrief comme dans tous les films slasher pour mettre au clair la situation, et nous, comme on a l'habitude de ces films, on se dit, c'est terminé, la pression retombe, tout va bien, il peut plus rien se passer, le tueur est mort. Soulagement total. Mais, un truc ne va pas. Les policiers sont partis, la caméra ne bouge pas, et ça, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce qu'on se reprend à avoir une certaine oppression de la part du film, et à ce moment-là, la caméra se déplace jusqu'à l'entrée du grenier, on commence à comprendre ce qui se passe, et de là-haut, on entend le fredonnement de quelqu'un, ce même fredonnement que le tueur n'arrêtait pas de faire dans son grenier. Et là, on comprend. Je sais pas si le scénariste était un génie ou bien un authentique sadique, mais cette histoire est extrêmement bien construite et la montée dramatique est juste extrêmement bien maîtrisée. Bien sûr, la fin n'est pas joyeuse, loin de là, elle est même assez dramatique, mais les slashers n'ont que très rarement des conclusions en happy end. Généralement, ils n'en ont même aucune. Un slasher avec une conclusion en happy end, ce serait un slasher un peu raté. Parce que le but du 4ème acte dans le slasher, c'est d'éviter les happy end, justement. Malgré ça, la conclusion de Black Christmas est d'un morbide qui dépasse largement celle de toutes les autres. Vraiment très bien foutu. Il y a un temps, le fossoyeur de films, donc un vidéaste très connu sur YouTube qui parle de cinéma, a fait une vidéo sur les films glauques. Pour ma part, dans sa totalité, Black Christmas est le film le plus glauque que je connaisse. Il n'y a pas d'effusion de sang dans le film, de têtes coupées, d'empalements, tout le travail se joue sur l'atmosphère délétère et sur le suspense. De ce point de vue, Black Christmas glisse du film d'horreur au film d'épouvante, voire au thriller. La nuance est grande. Le mélange des genres dans le slasher, c'est un peu casse-gueule. La série slasher avait d'ailleurs été bien impactée par ça, car le slasher est indivisible du genre slasher, c'est un genre à part entière, et il n'est pas compatible avec d'autres genres justement. Les résultats casseraient les codes du slasher et ce ne serait plus du slasher. C'est comme les films James Bond, s'ils font pas du James Bond, c'est plus James Bond. Dans Black Christmas, c'est quelque chose qui passe, simplement parce que on ne s'éparpille pas, on reste centré sur le sujet, et surtout parce que ça date d'avant la grande époque des slashers, d'avant la codification totale du genre. De plus, le film montre une maîtrise de son sujet, l'horreur. La peur, c'est comme l'humour, c'est une émotion qui naît du décalage. Ça, Bob Clark, le réalisateur, l'a très bien compris. L'horreur arrive souvent dans des périodes de calme ou de fête. Les meurtres ont lieu pendant les réjouissances, pendant le récital de comptines de Noël, ou bien quand la tension retombe. Mais le plus intéressant, c'est le traitement de la pension. Black Christmas, c'est l'histoire de jeunes femmes dans une pension pour femmes qui se font harceler par des coups de fil obscènes quotidiennement, et à un moment, ces coups de fil, ils sont de plus en plus persistants et il y a des meurtres. Donc au départ, la pension de jeunes femmes où se déroule le film,
est un lieu convivial. Chacun s'y plaît, on y rigole, on y boit, chacun à sa place, jusqu'à l'arrivée de l'intrus et du premier meurtre. Personne ne sait à ce moment-là qu'il y a un meurtre. Et déjà, la pension, si rassurante, commence à se nécroser, à se corrompre. Et plus le temps passe dans le film, moins le lieu est sécurisé. Et si Bob Clark filme toujours une maison colorée, éclairée, conviviale, en apparence du moins, eh bien la maison est filmée de plus en plus comme un lieu corrompu où vit l'ombre du tueur. Plus le temps passe, plus la menace rend le lieu si coloré, inquiétant. La mise en scène resserre l'étau sur les personnages et les seuls moments où l'on voit des plans larges des lieux, c'est quand le tueur s'y déplace ou quand on est à l'extérieur. Du vrai bon travail de mise en scène comme j'aime. Vraiment, c'est bien. Et c'est vrai que le film est très bien construit. La réalisation est maîtrisée, bien qu'il y ait parfois des longueurs. Visuellement, c'est beau. Vraiment, c'est beau. Il y a un travail des lumières, du cadrage et de l'ambiance qui donne un cachet au film. Et ce même cachet qui est rehaussé par un élément propre aux 70s. C'est quelque chose que j'ai déjà remarqué dans d'autres films de cette période. The Wicker Man, Halloween, Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse, pour ne citer que, mais aussi plusieurs autres. C'est le grain. Ça a l'air de rien, mais le grain des pellicules de l'époque contribue à l'atmosphère viscérale de Black Christmas. Couplé à cette ambiance délicieusement 70s, le grain donne de la profondeur à l'image, la rend un peu plus poisseuse et augmente le malaise. Ça semble artificiel de dire que la qualité de la pellicule joue un rôle dans l'ambiance malsaine, mais c'est un détail qui a un sens pour deux raisons. La première, c'est que sans, le film imprimerait moins la rétine et serait beaucoup plus lisse, donc beaucoup moins intéressant visuellement. Et la seconde raison, c'est que le grain permet de dater le film. Tout, dans les coiffures, dans les décorations intérieures, dans la mise en scène, dans les dialogues, dans les grains, marque le film dans son époque, le début des années 70. Ce sont des années mouvementées aux États-Unis car le monde change, et change vite. Les mouvements sociaux prennent de l'ampleur, le premier choc pétrolier a lieu, l'insécurité règne. Pas étonnant que dans un pays en période d'instabilité politique, où les criminels et les tueurs en série se font de plus en plus présents, le cinéma tente d'illustrer les angoisses de son pays. Ainsi, le film profite de cette période. Il profite de la libération sexuelle, des craintes de tueurs en série, comme avec les meurtres d'Amityville en 1974 par exemple, ou bien les meurtres du Zodiac entre 1966 et 1978, ou encore Ed Gein, ou énormément d'autres. Et c'est en saisissant ce contexte qu'on arrive à apprécier vraiment l'horreur des années 70, dont Black Christmas est l'un des précurseurs avec Massacre à la tronçonneuse, je le rappelle. Dans Black Christmas, on présente une certaine décomplexion sexuelle, de l'alcoolisme, une précarité qui confine certains personnages à l'instabilité morale, un choc des visions sur l'avortement, une police dépassée, une insécurité collective, de la violence, voire des meurtres près de chez soi. Tous ces thèmes font partie intégrante des années 70, même si c'est pas exclusif à cette période. Mais c'est pas étonnant que même des œuvres du XXIe siècle utilisent encore cette période avec les mêmes thèmes, à l'image du jeu vidéo Little Hope en 2021, qui a une scène d'introduction se déroulant dans les années 70 et présentant à peu près les mêmes thématiques. Et de plus, Black Christmas est résolument moderne. Il met en avant un tueur qui effraie ses victimes avec le téléphone. C'est pas courant et c'est le téléphone qui faisait ces bruits-là. Et ça peut paraître désuet aujourd'hui, mais à l'époque, c'était assez novateur que le téléphone puisse servir d'arme de peur. Et ça peut paraître étonnant, mais malgré le fait que Black Christmas me terrifie, et que je le reverrai sûrement jamais, eh bien, j'aime sincèrement ce film. Je le trouve très bon. Il me fait un peu le même effet que le jeu vidéo Clock Tower sur Super NES en 1995. Un jeu que j'adore aussi, mais auquel je pourrais jamais jouer. En tout cas, il me fait trop peur. Et je dois avouer que j'aime beaucoup les slashers, mais que j'en connais assez peu qui soient vraiment bons. Je connais les classiques, Halloween, qui a énormément vieilli, donc qui est plus aussi bon hélas. Il y a Les Griffes de la Nuit, pareil, qui a énormément vieilli, mais un peu moins. Il y a Vendredi 13, et il y a Black Christmas. Je rajoute Clock Tower parce que c'est un slasher, mais en jeu vidéo. Ça reste un slasher, mais pas en film. Et je dois avouer que, malgré le fait que j'aime beaucoup Black Christmas, je comprendrais qu'il y ait des gens qui trouvent ça un petit peu désuet. Effectivement, c'est un peu plat la mise en scène parfois. C'est typique de son époque. Et c'est ça que je trouve intéressant, et comme j'ai tenté de l'expliquer, que je trouve vraiment plus digeste que la plupart des films d'horreur actuels. Je fais pas de généralité, ne vous inquiétez pas, il y a des films d'horreur qui sont très bons. Donc voilà, Black Christmas, un film qui fait peur, qui fait son taf de film d'horreur,
Donc si vous voulez le voir, préparez-vous, parce que c'est des films qui sont aujourd'hui un peu compliqués à voir. Tout simplement parce que ça a vraiment vieilli. Et donc c'est un peu compliqué aujourd'hui, avec le regard d'une personne du 21e siècle, de se dire « Ah, ils sont bons ces films !» Mais donc pour voir ce genre de film, en particulier Black Christmas, qui est le moins dynamique de tous, parce qu'il n'a pas la violence gratuite des autres. Parce que c'est une espèce de tension permanente, et pour construire la tension, généralement, le rythme rapide, c'est moins pratique, donc c'est un rythme qui est plutôt lent. Les 1h30 m'ont semblé plus 2 heures, personnellement, mais j'ai rien contre. En soi, j'ai trouvé le résultat vraiment parfaitement honorable, et je pense pas qu'il ait usurpé sa réputation de précurseur du slasher. Je pense pas non plus qu'il ait usurpé le fait qu'il me terrifie depuis le début. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je mets fin à la rétrospective maintenant et je vous laisse avec The Everly Brothers. Dream